Alors bonsoir à tous et à toutes. Alors d'abord je me présente. Donc ce soir en fait je vais vous parler en fait du concours du CRPE, la présentation en fait que l'on vous propose. On va revenir aussi sur les différentes épreuves et vous présenter justement en fait toutes les aides qu'on vous apporte pour vous accompagner dans le cadre de cette épreuve. Alors je me présente, je m'appelle Elsa Odorico, je suis conseillère pédagogique en Essonne. J'ai été en fait formatrice, donc enseignante d'abord pendant de nombreuses années, puis formatrice. Et je suis également, pour ce qui vous concerne, je suis également jury de concours au CRPE. Donc voilà, c'est ce qui me permet en fait de vous accompagner au mieux dans cette préparation au concours. Dans le cadre de la préparation au concours, en fait, je vous prépare beaucoup en fait pour tout ce qui est didactique du français et j'interviens beaucoup dans la préparation des oraux, notamment de l'EPS et du système éducatif. Mais ça, on va voir tout ça après. D'abord, je vais vous présenter un petit peu l'entreprise puisque c'est c'est PGE-PGO qui chaque année en fait depuis plus de 10 ans prépare un certain nombre d'étudiants qui sont en reconversion, qui ont besoin en fait d'un coup de pouce pour un certain nombre de concours, notamment pour des concours en fait d'écoles de commerce. Et puis ils préparent également au concours du CRPE. Ils sont du coup la spécialité de PGE-PGO, c'est d'adapter le rythme pour que ce soit conciliable en fait avec une autre activité. Notamment vous êtes un certain nombre à préparer le concours, à être en reconversion professionnelle et donc du coup on essaye de vous accompagner avec un rythme adapté. On va voir justement quels sont tous les types d'accompagnement que vous allez avoir. Vous êtes accompagné en tout cas, vos professeurs sont des anciens professeurs des écoles, pour un certain nombre formateurs, conseillers pédagogiques et jurys de concours, tant pour les maths que pour le français ou pour les oraux. On va voir ensemble, il y a toute une partie en fait de cours qui sont des cours en live ou des cours en vidéo, mais il y a également pour vous accompagner, c'est important aussi d'avoir du présentiel et donc vous avez en fait des stages en présentiel qui sont en option et un suivi personnalisé pour vous accompagner au mieux. Alors, maintenant, je vais vous parler alors assez rapidement en fait des épreuves écrites puisque l'objectif de ce Facebook Live c'est vous parler en fait des oraux, mais on va quand même présenter très rapidement ces épreuves écrites. Donc, pour pouvoir atteindre les oraux, il va falloir passer quand même une épreuve écrite. Donc, vous avez deux grandes épreuves, une épreuve en maths et une épreuve en français. La particularité en fait de ces épreuves, c'est qu'elles sont déjà professionnalisantes, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une première partie qui vous permet, je vais parler par exemple de l'épreuve didactique de français, l'épreuve de français, une première partie en fait qui est plutôt la compréhension de textes littéraires, faire une analyse des différents textes, une deuxième partie pour voir vos connaissances en fait en études de la langue, mais la troisième partie et la particularité de ce concours et qui fait qu'on a réellement besoin d'être accompagné, c'est une partie didactique. On vous demande au travers de votre écrit d'aller un peu dans une classe, d'être capable d'analyser des traces d'élèves, de proposer des situations. Voilà, et c'est la même chose en mathématiques. Donc c'est important du coup d'être accompagné, d'avoir quand même une représentation de l'acte d'enseigner. Et c'est pour ça que c'est difficile de préparer ce concours tout seul, notamment à cause de cette troisième partie. Ensuite, lorsque vous avez réussi brillamment vos écrits, viennent les oraux. Donc on va le voir un petit peu après, le calendrier justement et l'écart, quand est-ce que vous savez pour les écrits et quand est-ce que vous enchaînez sur les oraux. Pour les oraux, il y a deux oraux. Donc il y a un premier oral qui d'ailleurs ne vient pas en premier généralement, mais c'est pas grave, ça s'appelle l'oral 1. C'est la mise en situation professionnelle. Donc là, on va revenir un peu plus en détail sur cet oral-là. Mais en gros, vous choisissez un domaine de votre choix et en fait, vous allez présenter une séquence d'apprentissage dans ce domaine. Mais je vais y revenir un peu après. Et une deuxième épreuve qui est ce que j'appelle un 2 en 1. Vous avez donc un autre oral qui est un oral en fait d'EPS dans un premier temps. Et on va voir aussi ce que c'est.
et une deuxième partie qui est la connaissance du système éducatif. Donc c'est vraiment tout ce qui est un peu culture générale autour de l'éducation. Et je vais revenir aussi sur ces points-là. Alors d'abord, pour que vous ayez une petite vision en fait du calendrier, donc on s'appuie notamment sur l'Académie de Paris, Créteil, Versailles, mais même s'il peut y avoir des modifications de quelques jours, en gros les épreuves sont dans ces périodes-là. Je tenais juste aussi à préciser pour ceux qui ne sont pas inscrits, notamment sur Paris, Créteil, alors sur Créteil et Versailles, il va y avoir encore un second concours. Donc il y a des inscriptions qui vont arriver sous peu, notamment là, je crois, sur février et peut-être début mars, pour le concours supplémentaire. Donc il est encore temps pour ceux qui le souhaitent de s'inscrire, mais par contre c'est pas sur toutes les académies, c'est sur l'académie en tout cas de Créteil et de Versailles. Donc vous avez les épreuves, on va dire début avril, mi-mai vous avez les résultats et donc fin mai vous passez les oraux. Donc de fin mai à juillet. Donc on observe bien qu'entre les résultats et les oraux, ça s'enchaîne. On a à peine 15 jours. Donc c'est pour ça qu'il est important de se préparer en amont. Pour la préparation que propose PGE, PGO, alors il y a d'abord pour les épreuves écrites, en français comme en mathématiques, c'est à peu près la même chose. Vous avez en fait un cours par semaine en live class. Donc, ce qui vous permet en fait de voir en direct le professeur, de poser des questions, de pouvoir avoir quand même une interaction avec le professeur, de se donner un petit moment de rendez-vous où on se pose et on se dit bah là, c'est que pour moi, pour la préparation de mon concours. Et donc du coup, vous avez une heure le mardi en fait de 20h à 21h pour les maths et une heure le jeudi de 20h à 21h pour le français. Parallèlement à ça, pour le français, vous avez aussi un accès offert en fait avec le projet Voltaire, qui permet d'ailleurs en fait d'attester d'un certain niveau de langue et du coup ça permet d'ailleurs ensuite de l'avoir dans son CV quelle que soit votre réorientation. En mathématiques, puisque le niveau attendu est un niveau en fait troisième, pour certains d'entre vous en fait les rappels de notions sont un petit peu lointaines, on vous propose du coup 10 modules vidéo de remise à niveau qui vous permettent en fait de revenir vraiment sur toutes les bases mathématiques pour compléter en fait les live class. Et puis, puisqu'on se prépare quand même à un écrit, vous avez en fait des devoirs. Donc, il y a 3 devoirs avec des corrections qui sont des corrections individualisées, mais aussi, du coup, en live class, on revient sur la correction en fait de ces devoirs. Il y a aussi un concours blanc avec une correction et correction qui sera faite également en live class. Et puis, il y a la possibilité en fait, pour compléter sa formation, de s'entraîner avec un concours blanc. Donc, en fait, on vous envoie l'épreuve à la maison pour que vous puissiez vraiment exploiter au maximum le temps avec les formateurs. Vous faites l'épreuve dans les conditions chez vous. Ensuite, on corrige et on essaie de corriger de manière la plus individualisée. Et après, lors du stage, en fait, on revient immédiatement en fait sur votre travail. Ça nous permet de vous donner des conseils personnalisés, de revenir sur certaines notions. Voilà, donc c'est un stage en présentiel qui permet de mieux vous accompagner sur la préparation de ces écrits et de manière plus individualisée. Au niveau aussi en stage présentiel, mais ça on va y revenir aussi après, on a un stage présentiel, enfin 2 week-ends pour vous préparer en fait aux différents oraux, puisqu'il y a quand même il y a une journée qui sera dédiée par exemple à l'EPS et vous découvrirez un certain nombre de sujets pour vous mettre en situation. Ça permet aussi de revenir sur les points qui posent problème et puis vraiment de vous entraîner. Donc c'est vraiment une mise en pratique en petits groupes. En EPS, en connaissance du système éducatif, où on rebalaye un certain nombre de thématiques et pareil, on s'entraîne sur des sujets types. Et aussi tout ce qui est autour de l'oral 1, qui est toute la préparation de la séquence, où on revient du coup sur votre travail pour du coup vous accompagner de manière personnalisée. Ça vous permet en fait de bien comprendre les attendus du concours, de travailler aussi sur tout ce qui est aisance oratoire, voilà, de partager aussi avec les autres candidats, de se soutenir aussi mutuellement dans cette aventure.
Alors, pour PGE, PGO, en fait, pour vocation CRPE, vous allez avoir surtout en fait un référent. Donc, c'est Lina Adjaoui qui, du coup, est un coach en pédagogie. Elle est aussi assez qualifiée sur tout ce qui est aisance oratoire. Elle est vraiment, elle vous suit, elle fait le lien entre les professeurs et les étudiants. Donc, très régulièrement, elle revient vers vous pour voir si tout va bien. Elle relance aussi, elle remotive. Voilà, donc c'est quelqu'un qui est vraiment extrêmement important dans le cadre de votre formation. Ce sera vraiment quelqu'un qui vous accompagne tout au long de l'année. Le bonus aussi de vocation CRPE, c'est que puisque c'est un concours quand même qui demande de connaître déjà un petit peu la profession, vous avez la possibilité aussi d'avoir une convention de stage pour aller voir en situation, même parfois essayer votre propre séquence d'enseignement. Et donc, vocation CRPE vous donne la possibilité de 6 semaines de stage, de vous donner du coup une convention pour vous permettre vraiment de découvrir un peu la réalité du terrain avant de vous lancer dans les épreuves du concours. Il y a aussi, alors même si je passerai relativement vite, mais il y a aussi tout ce qui est un certain nombre de modalités en fait d'aide au financement. D'abord, il y a un autofinancement personnel et vous avez en fait une réduction d'impôt à hauteur de 50% de la formation, ce qui n'est pas du tout négligeable. Mais en fait, il y a un certain nombre de possibilités d'aide au financement. Mais pour ce faire, vous pourrez contacter Vocation CRPE et notamment envoyer des messages là-dessus et on vous précisera. Je m'attarde pas trop là-dessus parce qu'en fait, ce sont des aides qui sont assez individualisées suivant votre situation, suivant si vous êtes au Pôle emploi ou pas. C'est assez variable suivant les cas de figure. Donc, n'hésitez pas à poser toute question par rapport au financement pour qu'on puisse justement vous donner les réponses appropriées en fait à votre situation et à vos besoins. Alors, autre plus-value aussi de vocation CRPE. La particularité en fait du concours, c'est que vous passez un concours, mais tout de suite, dès septembre, vous allez être dans une classe. Donc de plus en plus, la typologie de formation, c'est d'être 3 semaines en classe et 3 semaines à l'université. Donc vous avez un double statut. Vous êtes professeur d'école stagiaire et vous êtes étudiant. Vous avez la carte étudiant également. Mais c'est vrai que pour le lancement, démarrer dans la classe, en plus on partage la classe avec un autre professeur d'école stagiaire et c'est pas évident. Donc on est très content d'avoir le concours, mais derrière c'est un peu la panique comment prendre une classe, comment mener une réunion de rentrée avec les parents d'élèves. Et du coup, c'est quelque chose qui tenait vraiment à cœur à Lina de vous accompagner aussi en post-concours. Donc en post-concours, on fait un coaching post-admission. On vous réunit en fait 3 fois de août à novembre pour vous amener à préparer votre classe, à préparer cette fameuse réunion extrêmement importante dans la relation école-famille. On vous accompagne de manière personnalisée pour vous permettre en fait d'avoir une année plus sereine. Parce que je vous rappelle que votre première année d'enseignement, vous serez professeur d'école stagiaire. Ça veut dire que vous n'êtes pas encore titularisé. Pour valider complètement le concours, en fait, il faut que vous allez être suivi par des tuteurs, comme moi d'ailleurs, des conseillers pédagogiques ou des maîtres formateurs qui vont venir voir en fait votre pratique dans votre classe, regarder vos préparations. Du coup, ils vous accompagnent, ils vous forment, mais ils vous évaluent également pour qu'à l'issue de cette année, on puisse dire si vous êtes apte à être vraiment en autonomie dans une classe. Donc, il y a aussi cet enjeu-là, c'est-à-dire on a déjà eu le concours. Et donc, du coup, c'est bien d'avoir une aide supplémentaire. On vous aide aussi, par exemple, à lire vos bulletins de visite, à voir du coup ce qui est vraiment attendu pour que vous soyez au plus près des attendus institutionnels et vous puissiez avoir toute votre chance d'être titularisé à l'issue de cette année. Alors, maintenant, je vais revenir du coup sur les oraux puisque c'est ce qui nous intéresse ce jour. Maintenant qu'on a vu la globalité de l'épreuve. Alors, j'avais zappé une des diapos, mais que je vous ai étayé en fait par mes propos.
Alors, donc, pour les oraux, donc, il y a le premier oral qui s'appelle la mise en situation professionnelle. Pour cette épreuve-là, en fait, vous allez choisir un domaine de votre choix, autant que faire se peut un domaine que vous appréciez ou dans lequel vous êtes à l'aise. Ça peut être sciences et technologies, histoire, géographie, arts plastiques, éducation musicale, enseignement moral et civique, histoire des arts, voilà. Donc ça va être à vous en fait de choisir ce domaine-là. Et ça c'est une des premières urgences. Et en fait vous allez devoir constituer en fait une séquence d'apprentissage dans laquelle vous allez expliquer tous vos choix, comment est-ce que vous procéderiez avec vos élèves, être capable du coup d'expliquer une séance. Mais je vais y revenir un petit peu après là-dessus. Pour vous préparer à cette épreuve, en fait, on vous donne en fait 8 modules vidéo parce qu'il va falloir quand même connaître un peu comment fonctionne en fait un enfant, qu'est-ce qu'on peut attendre d'un enfant suivant son âge. Il va falloir avoir quand même quelques théories de pédagogie, de bien connaître aussi par exemple la spécificité de l'école maternelle, comment est-ce qu'on élabore un savoir avec de jeunes élèves. Qu'est-ce qu'une séquence d'abord? Donc, moi je vous le dis rapidement, mais c'est un découpage, c'est un découpage en fait d'unités d'enseignement. Quand on veut transmettre un savoir, mais on sait qu'on ne va pas pouvoir en 3/4 d'heure transmettre ce savoir. Donc en fait, on va découper un petit peu les notions progressivement en séances. Voilà. Donc tout ça, on vous explique au long de vidéos en fait ce que sont que les séances, les séquences, quelles sont les différentes étapes, comment ça se construit. On va vous parler aussi de différenciation, parce qu'on sait bien que dans une classe, on a plein de profils variés d'élèves. Comment est-ce qu'on met en place le travail de groupe. On va vous parler aussi de l'attention, de la concentration. Donc en fait, ces 8 modules vidéo vous permettent en fait de compléter toutes vos réflexions et d'être capable du coup de mieux verbaliser vos choix pour la préparation de cette épreuve. Pour la préparation de cette épreuve, vous avez également en fait un tuteur, c'est-à-dire un tuteur individualisé qui du coup vous accompagne, on fixe des rendez-vous avec vous, vous leur envoyez des documents par mail, ils vous les commentent, on s'appelle, voilà, pour pouvoir vous accompagner dans l'élaboration de votre dossier. Et puis pour vous entraîner, quand le dossier en fait est prêt, vous allez avoir une simulation par Skype. C'est-à-dire qu'il y a un moment, voilà, on donne un rendez-vous par Skype et tout simplement le jury va vous poser des questions. Vous allez d'abord faire votre présentation et puis ensuite le jury va vous poser des questions comme en situation de concours. Voilà du coup ce qu'on propose pour vous accompagner, même si je vais revenir un petit peu après sur l'épreuve en elle-même et vous allez voir d'où l'importance d'être accompagné sur ces épreuves. Deuxième épreuve, donc c'est l'oral 2 en 1 qui s'appelle l'oral 2 mais que très régulièrement vous passez avant l'oral de mise en situation professionnelle. Donc là, alors les connaissances en système éducatif, elles sont assez larges. Voilà, il y a la connaissance de l'école, toutes les instances de l'école, il y a l'élève en situation de handicap, la pédagogie de projet, la relation école-famille, la laïcité, avoir une connaissance un petit peu historique des grandes lois institutionnelles aussi de l'éducation. Donc c'est assez large, mais surtout il y a beaucoup de choses très concrètes. Concrètement, comment ça se passe, qui sont mes collègues. Il y a un vocabulaire aussi assez spécifique de l'éducation nationale. Donc du coup c'est important voilà, d'être accompagné pour ça. Pour l'EPS, on va voir qu'il y a différentes APSA, je vais revenir dessus, en gros ce sont différentes activités physiques, sportives et artistiques. Il va falloir connaître aussi tout ce qui est le cadre réglementaire, il y a un certain nombre de lois qui régissent en fait ces activités-là. Et puis il va falloir surtout connaître plein de mises en situation, qu'est-ce que je peux proposer à mes élèves dans ces activités-là. Pour vous préparer, du coup vous préparez au mieux. En fait, on a un certain nombre de modules vidéo. D'ailleurs, vous en avez 5, mais je me demande s'il y en a un petit peu plus de vidéos où on vous présente chacune des activités. La natation, la danse, les jeux collectifs, l'athlétisme. Un module aussi sur les enjeux de l'EPS à l'école et voilà, tout ce qui est aussi cadre réglementaire.
Pour ce qui est du connaissance du système éducatif, pareil, on aborde toutes les thématiques qui passent au concours. Elles sont toutes abordées, la liaison école-famille, laïcité, relations, et on vous donne à chaque fois des connaissances de terrain pour que vous puissiez, et donc on présente aussi des situations concrètes de terrain, qu'est-ce qu'on peut proposer au-delà de la connaissance, au-delà des simples connaissances. Certes, il faut connaître par exemple les droits et devoirs du fonctionnaire, mais ça ne suffit pas pour répondre à certaines situations. Donc on vous donne aussi des idées de mise en situation, de ce qui peut être fait ou pas, voilà. Alors, maintenant je vais rentrer un petit peu plus en détail et puis pareil, pour le PS et système éducatif, vous avez donc au-delà de ces modules vidéo, vous avez aussi un entraînement par Skype pour vous entraîner en fait à ces différentes épreuves. Donc un oral Skype pour le PS, un oral Skype pour le système éducatif, et puis bien évidemment ensuite donc on vous fait un certain nombre de remarques, mais suite à ça vous avez en fait le stage qui vous permet de vraiment revenir, de tout balayer, puisque là ce sera vous traiterez un seul sujet par Skype, et dans le cadre du stage on peut justement travailler plusieurs APSA, plusieurs thématiques au niveau du système éducatif pour vous permettre de balayer de manière plus large la préparation. Donc maintenant, je vais rentrer un petit peu plus en détail de ces épreuves, mais je veux surtout l'épreuve en fait d'EPS et du système éducatif. Pour vous montrer un petit peu l'intérêt d'avoir des modules vidéo et qu'est-ce qu'on peut retrouver à l'intérieur de ces modules vidéo dans le cadre de la préparation aux oraux. Alors, l'EPS et système éducatif, je vais vous présenter d'abord un peu l'épreuve, tout simplement, comment elle se déroule et les attendus. Alors, pour cette épreuve-là, c'est une épreuve, c'est un petit marathon, soyons honnêtes. C'est une épreuve, vous avez 3 heures de préparation à l'écrit, d'accord? Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Et ensuite, vous avez 1h15 d'oral. Donc pour le PS, je vais vous montrer un exemple de sujet type. Vous avez donc un sujet, c'est une feuille qui présente une situation et vous allez devoir répondre à la problématique, proposer des situations, voilà. Pour le système éducatif, c'est pour ça notamment que vous avez quand même un long temps de préparation, parce que vous allez devoir préparer EPS et système éducatif. Pour système éducatif, vous verrez, vous aurez un certain nombre de textes sur lesquels vous pouvez prendre appui. Et pour pouvoir analyser pareil une thématique, il va falloir du coup présenter un peu la problématique et puis surtout pouvoir y répondre. Donc il y a 3 heures de préparation à l'écrit, ensuite vous avez une courte pause pour vous rendre jusqu'à vos salles et ensuite c'est parti. Donc EPS, vous avez 10 minutes de présentation durant laquelle vous n'êtes pas du tout interrompu par le jury et puis ensuite c'est suivi de 20 minutes de questions. Ensuite, on prend sa respiration, on a le droit de boire quelques gorgées et on enchaîne sur la deuxième épreuve, connaissance du système éducatif. Vous allez présenter le sujet pendant 15 minutes, pareil, sans être interrompu, et c'est suivi de 30 minutes de questions. Donc, c'est quand même une épreuve qui est relativement éprouvante. Donc, c'est important d'être bien préparé pour pouvoir gagner du temps dans la préparation et pour pouvoir bien tenir sur la distance. Alors, quel est l'objectif de cette épreuve? En gros, les attendus un petit peu du jury, c'est bien évidemment essayer d'évaluer en fait votre clarté cognitive. Est-ce que vous êtes capable de bien exprimer un certain nombre d'idées? Mais aussi tout simplement votre capacité à vous exprimer, puisque quand on est face à une classe, on doit quand même s'exprimer tout seul devant un groupe. Donc, c'est important d'être capable de s'exprimer correctement. En EPS, on va voir aussi, on va évaluer aussi vos connaissances didactiques. C'est-à-dire, est-ce que vous connaissez vraiment les activités, ce qu'on peut y proposer, quels sont les enjeux, est-ce que vous êtes capable de définir tout ça? Est-ce que vous faites le lien entre le PS et l'éducation à la santé? Ou est-ce que vous faites le lien aussi entre le PS et l'éducation à la citoyenneté? D'accord? Donc en gros, est-ce que vous connaissez les enjeux de cette discipline et est-ce que vous êtes capable à l'intérieur de chaque activité de connaître voilà, les obstacles pour les élèves, les leviers pour remédier aux obstacles? Au niveau du système éducatif, alors
Pour l'EPS aussi, on vous demande parfois même de faire des schémas. Ça doit être très pratique, hein. Il va falloir vraiment qu'on puisse aller dans la classe avec vous. Et c'est pour ça que vous avez besoin d'aide pour connaître en fait les situations que vous pourriez proposer et être capable de les présenter. Pour le système éducatif, alors là c'est vrai, je ne vais pas mentir, c'est beaucoup plus large. Autant EPS, on peut être mais plus qu'armé. Et vraiment prêt et les questions se ressemblent énormément, donc c'est assez plus redondant, donc on peut être extrêmement bien préparé. Je vous rappelle que c'est très important d'être bien préparé parce qu'en plus vous démarrez par l'EPS, donc par rapport au jury, le regard sur le jury, c'est mieux de démarrer en étant à l'aise, de donner une bonne impression au jury avant de passer à la deuxième épreuve. Du coup vous aurez un jury qui sera forcément plus indulgent sur le système éducatif. Là, pour le système éducatif, c'est assez large puisque c'est la connaissance du système éducatif au sens large. Même si nous, bien sûr, on va être davantage porté sur le premier degré, c'est important quand même de connaître un petit peu l'historique, de connaître aussi quelques mesures gouvernementales, de connaître le ministre de l'Éducation nationale. Mais on va aussi, donc il y a un certain nombre de connaissances à avoir, mais on va aussi aller vous chercher sur votre positionnement. Parce que vous allez passer un concours de la fonction publique, donc on va aller voir aussi comment vous vous positionnez en tant que fonctionnaire de l'État, d'un point de vue éthique, quel est votre engagement professionnel, est-ce que vous mesurez aussi l'engagement qu'implique en fait ce métier, et on va essayer de voir si vous êtes capable tout doucement de vous projeter en tant que futur enseignant. D'où l'importance là-dessus d'être accompagné. Alors maintenant, je vais, pour que vous puissiez avoir un peu une meilleure visibilité, je vais vous présenter un petit peu des petits éléments que l'on peut avoir en fait en vidéo ensemble et un exemple aussi de sujet, notamment par exemple pour l'EPS et pour système éducatif. Alors, en EPS, en général, ce qui est important à chaque fois, je me réfère au programme, d'accord, puisque c'est important de connaître les attendus institutionnels. Donc là, je vous prépare déjà au jargon institutionnel et les finalités aussi de cette discipline. Donc cette discipline, quand on est par exemple en maternelle, elle s'appelle agir, s'exprimer, comprendre à travers de l'activité physique, d'accord. En élémentaire, donc en élémentaire, on va vous parler en fait de d'EPS, d'éducation physique et sportive. Voilà. La finalité en fait de l'EPS à l'école, donc je dis EPS au sens large, maternelle et élémentaire, c'est de contribuer bien évidemment au développement moteur de l'enfant, sensoriel, affectif, intellectuel. Voilà, donc de développer, de contribuer à son développement, d'affiner tout ce qui est habilité motrice, de construire tout ce qui est latéralisation, voilà. Mais c'est aussi contribuer à la socialisation, puisqu'en fait, il y a quand même beaucoup d'enjeux sociaux, on ne va pas démarrer tout de suite par de l'opposition, par exemple en maternelle, et on va la mettre peu à peu, on va démarrer par de la collaboration pour aller peu à peu vers une opposition, et d'ailleurs on ne sera pas dans une opposition parfaite. Une des finalités aussi de l'EPS, c'est aussi tout ce qui est éducation à la santé. C'est vraiment que l'enfant puisse découvrir, en fait, mieux connaître son corps, mieux le respecter, notamment par une activité sportive. En élémentaire, on va aller un petit peu plus loin. On va aller aussi sur l'importance en fait de former un citoyen physiquement, socialement, puisqu'on doit apprendre à gagner, à perdre, à collaborer avec d'autres. Donc il y a un certain nombre de valeurs aussi qui sont véhiculées par le sport. L'importance aussi d'initier à la pratique sportive et même de découvrir un certain nombre d'activités sportives. On n'est pas là pour faire du sport de fédération. D'accord ? On n'est pas là pour apprendre vraiment à faire du hand, mais découvrir un peu le plaisir de ces jeux collectifs, peut-être pour plus tard aussi que certains puissent aller plus loin. Il y a aussi une dimension culturelle du sport, de connaître aussi l'activité de référence, quand je parle d'athlétisme, avoir quelques connaissances de ce qui est attendu, par exemple dans le cadre de la fédération, dans le cadre des Jeux Olympiques. Comme en maternelle, toujours l'éducation à la santé. Et puis, une thématique aussi qui est importante et qui vient de temps en temps au concours, mais ça du coup on l'abordera aussi, c'est comment s'assurer de l'inclusion des élèves à besoins éducatifs particuliers ou des élèves en situation de handicap.
Donc parfois on vous propose concrètement une situation, bah, vous êtes avec tel élève, voilà, bah, elle a un handicap en fait, voilà, il lui manque le bras gauche ou il lui manque le bras droit. Comment est-ce que vous allez pouvoir gérer avec votre classe pour pas qu'elle soit exclue d'un jeu de type basket, d'un jeu collectif? Qu'est-ce que vous allez mettre en place pour pouvoir favoriser l'inclusion de cet élève dans le cadre de l'EPS, par exemple. Voilà, c'est un exemple de question qu'on peut avoir au concours. Alors en EPS, on a 4 champs d'apprentissage. Suivant les académies, en fait, il faut les connaître par cœur. Dans certaines académies, elles sont données lors de l'épreuve, mais pour d'autres, non. Donc, on vous invite à les connaître, en tout cas, et à savoir surtout ce qu'il y a derrière ces 4 champs d'apprentissage. Donc il y a produire une performance optimale à une échéance donnée, donc ça c'est quelque chose qu'on va beaucoup retrouver en fait dans l'athlétisme. Il y a adapter ses déplacements à des environnements variés, ça peut aller de la natation, mais ça peut être aussi de l'escalade. S'exprimer devant les autres par une prestation artistique ou acrobatique, je peux être dans des activités gymniques, mais je peux être aussi dans de la danse, voilà. Conduire et maîtriser un affrontement collectif ou interindividuel. Je peux être dans des jeux duels tels que le tennis, mais je peux être aussi dans des jeux collectifs de type hand ou voilà. Donc c'est important de bien connaître les champs d'apprentissage parce qu'ils n'ont pas les mêmes enjeux. On ne va pas se positionner de la même manière. Voilà. À l'intérieur de tous ces champs d'apprentissage, vous allez retrouver ce qu'on appelle des APSA. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de lexique en EPS. Une fois qu'on le connaît, qu'on connaît tout ce vocabulaire, il n'y a aucun souci. Mais c'est important, il y a quand même pas mal de choses à connaître. D'où l'importance de démarrer la préparation aux oraux pas trop tard. Voilà. Donc les APSA, donc ce sont les activités physiques, sportives et artistiques. Voilà. Donc vous en avez à l'intérieur de chacune, bah, par exemple, la natation est une APSA, la danse en est une autre, voilà, qui sont à l'intérieur des différents champs d'apprentissage. Alors, donc, comment se présente un sujet dans le cadre de l'EPS? Donc, un sujet en fait en EPS, on vous donne le champ d'apprentissage, l'APSA. Donc, on vous dit par exemple, adapter ses déplacements dans un environnement varié. On est dans la natation, on vous donne le niveau de classe et on vous indique une problématique. Voilà. Donc, du coup, bah, les élèves rencontrent telle situation, rencontrent telle difficulté. Qu'est-ce que vous pourriez mettre en place? Les APSA qui sont proposés au concours, notamment en tout cas sur l'académie Paris-Créteil-Versailles, vous avez les activités athlétiques, les jeux et sports collectifs, la danse, la natation. Et pour d'autres académies, il y a les activités gymniques et la course d'orientation. Voilà. Donc en tout cas, quand vous inscrivez au concours, regardez bien les APSA qui sont présentes pour votre concours. Donc je vous donne un exemple de sujet concret. Voilà, lors d'un parcours en grande profondeur, les élèves bénéficient d'objets de flottaison de type frite et se déplacent en adoptant une posture verticale. Cette attitude rend leur déplacement peu efficace et donc très lent. Proposez dans les grandes lignes une progression sur plusieurs séances permettant aux élèves d'adopter une posture horizontale et justifiez vos choix didactiques et pédagogiques. Alors d'abord, on va traduire un tout petit peu le sujet. Lors d'un parcours en grande profondeur, donc dans le grand bain, les élèves bénéficient d'objets de flottaison. Alors c'est de type voilà, des frites ou des planches, ça veut dire que vous avez le choix, d'accord? Et du coup, effectivement, les élèves ils n'ont pas du tout compris la posture attendue pour pouvoir se déplacer et nager. Alors du coup, dans un premier temps, quand je vais présenter ça, il va falloir d'abord que je présente bien l'APSA, la natation, mais la natation scolaire. L'objectif de la natation scolaire, c'est qu'il y ait 100% de nageurs, à savoir pour éviter les noyades. C'est-à-dire qu'en fait, on ne leur apprend pas à maîtriser les 4 nages, mais on leur enseigne tous les gestes pour qu'ils évitent de se noyer. Alors, on verra d'ailleurs c'est qu'ils passent un certain nombre d'épreuves, il faut d'ailleurs les connaître. Attention, si je donne l'exemple aussi de la natation, c'est que la natation, en fait, elle revient très fréquemment. Et même si vous tombez sur un sujet de danse ou d'athlétisme au concours, il se peut qu'à l'issue de l'entretien, on vous pose une ou deux questions sur la natation. Parce que quand vous obtenez votre concours, vous êtes habilité à enseigner la natation. Vous avez l'agrément d'office. C'est pour ça qu'on va un peu vous chercher sur cette notion-là. Donc,
Contrairement aux APSA, par exemple, vous n'êtes pas obligé de faire un moment, vous êtes en cycle 3, vous n'êtes pas obligé de faire du hand. Vous pouvez choisir de faire du hand ou du basket et pas forcément les deux. Par contre, la natation, elle est inscrite au programme comme une APSA quasi obligatoire. Elle est vraiment inscrite, c'est une priorité nationale. La particularité aussi de cette APSA, c'est que c'est une activité à taux d'encadrement renforcé. Et pour ça, en fait, il y a un cadre légal. Vous avez un texte de loi, donc c'est le BO d'août 2007. Donc là, dans le cadre d'une vidéo, je reviens bien en détail sur cette circulaire pour que vous la connaissiez quasiment par cœur, pour être vraiment à l'aise. Je reviens aussi, je vous explique ce que c'est qu'une activité à taux d'encadrement renforcé, et voilà. Maintenant, pour présenter une activité, il va falloir que je connaisse aussi les grosses difficultés. Là, il faut que je connaisse quelles sont les différences pour tout être humain, la différence entre milieu aquatique et milieu terrestre. Il faut que je présente vraiment l'activité. La différence, ce sont les appuis. Quand je suis au sol, j'ai des appuis pédestres sur mes pieds. Là, j'ai plus forcément d'appui. Le regard aussi, qui est altéré. On parle de vision subaquatique. La respiration. Parce que même contrairement à ce que pensent certains candidats, on ne respire pas sous l'eau. Je vous rappelle que pour respirer, il faut une inspiration et une expiration. Voilà. Donc, je ne peux pas respirer sous l'eau. Et puis, il y a la posture du corps. Donc, en fait, on présente vraiment tout ça. D'accord? Et on va aller tout doucement, justement, après sur le sujet qui nous intéresse. La posture du corps, c'est le passage d'une posture verticale à une posture horizontale. Les enjeux en fait de la natation, c'est de travailler l'immersion, en gros d'être capable d'aller sous l'eau et de mettre le visage dans l'eau, d'être capable de s'immerger. La propulsion, c'est les battements de pieds et les bras, donc pour avoir en gros un moteur pour pouvoir avancer. Mais pour ça aussi, il y a l'équilibration, pour être capable de tenir en équilibre dans l'eau, et la respiration qui est une respiration subaquatique, qui est une respiration particulière et qui s'apprend. Donc à chaque fois, vous allez présenter aussi tous les enjeux d'apprentissage de l'activité. Après, et c'est important pour savoir aussi quelles sont les difficultés que les élèves peuvent rencontrer pour l'équilibration, la respiration, la propulsion, voilà. Donc ça, on revient aussi là-dessus et on donne bien évidemment des astuces, des conseils pédagogiques et didactiques pour pouvoir travailler là-dessus. Notamment, par exemple, si je veux que mes élèves passent de la posture verticale à la posture horizontale, je sais que je vais devoir travailler sur le regard. Il va falloir que le regard soit vers l'eau. En fait, donc je vais pouvoir trouver un certain nombre de situations, par exemple mettre des images dans l'eau pour motiver l'élève à regarder dans l'eau, ou mettre plusieurs animaux en fait dans des images, et donc du coup à l'issue de son déplacement, l'élève doit indiquer quels sont les animaux qu'il a vus en fait sur la traversée. On va travailler sur la position de la tête, parce qu'en fait si vous avez la tête en arrière, forcément vous allez être en posture verticale, et si j'incline ma tête tout doucement, je vais passer en posture horizontale. L'importance du matériel, où est-ce que je vais placer les frites? En fait, le fait de placer la frite là sous les bras, mais également en fait au niveau des hanches, là aussi, je vais pouvoir favoriser cette posture. Et puis, du coup, je vais mettre en place un certain nombre de situations ludiques, pour permettre aussi la poussée des jambes, donc l'impulsion qui va aussi favoriser en fait cette posture-là. Voilà, donc on va présenter en fait des situations un petit peu concrètes. Maintenant, du coup, quelles sont toutes les connaissances qui sont importantes en EPS et du coup qui seront balayées en fait dans le cadre des vidéos? Il va falloir connaître les compétences en EPS, connaître bien chacune des APSA, un peu comme on l'a vu là, mais en très court pour la natation, connaître les enjeux, connaître les variables didactiques, connaître le vocabulaire spécifique, connaître des exemples d'activités, concrètement quel jeu je peux proposer, où est-ce qu'on se place, comment ça se passe, voilà. Connaître aussi des exemples d'activités suivant l'âge des élèves. Qu'est-ce que je peux proposer pour un élève qui est en grande section et pour un élève en fait qui est plus âgé. Donc il va falloir aussi que je connaisse les habilités motrices aussi des élèves. Et puis bien évidemment connaître tous les textes en vigueur.
Voilà du coup pour l'EPS. Voilà, comme ça vous avez vraiment une vision de ce qu'on peut attendre en fait dans le cadre de l'EPS. Pour le système éducatif. Alors pour le système éducatif, vous avez en tout cas, pour vous aider, plusieurs documents. Vous avez en général 3, 4 textes qui vous sont proposés en fait autour de la problématique posée. Donc déjà vous avez une thématique, par exemple la relation école-famille, et vous avez un certain nombre de thèmes, un certain nombre de textes pardon, qui traitent en fait de cette thématique. Et puis ensuite vous avez une question précise qui vous est posée. D'accord ? Donc il va falloir d'abord parler de la thématique au sens large, donner un certain nombre de connaissances, parce qu'en fait c'est bien d'avoir des documents, mais pour faire la différence entre un candidat et un autre, il faut quand même montrer que vous avez des connaissances individuelles et que vous n'appuyez pas, attention à ne pas faire que de la paraphrase de texte. Ça vous aide, c'est un support, mais il faut avoir des connaissances supplémentaires. Et puis après, il va falloir, une fois qu'on a traité la thématique, il va falloir parler de la question précise qui est posée. Il va falloir la traiter et donner des éléments de réponse. Alors les exemples de thématiques, on l'a évoqué déjà un petit peu en amont, mais on a tout ce qui est climat scolaire. Donc ça peut être la gestion de classe à l'intérieur de la classe, mais ça va être vraiment le climat scolaire à l'intérieur d'un établissement. La relation école-famille, la place de l'évaluation au sens large, donc les différents types d'évaluation, la citoyenneté, comment former à la citoyenneté un élève, connaître aussi tout ce qui est éducation prioritaire, quelles sont toutes les mesures gouvernementales qui ont été prises, mais connaître un petit peu l'historique de l'éducation prioritaire, la mixité, qui peut revenir en EPS, mais aussi en système éducatif. La liaison école-collège, en fait, tout ce qui est théorie des cycles, en fait, qu'est-ce que c'est un parcours d'apprentissage, un parcours scolaire, comment on fait le lien entre le premier degré et le second degré, justement par la liaison école-collège, comment on élabore le travail en équipe et pourquoi, l'autorité, la place de l'école maternelle et quels sont les différents changements, les différentes préconisations pédagogiques pour l'école maternelle. Il y a aussi tout ce qui est fonctionnement de l'école, parcours scolaire, voilà. Donc il y a quand même un grand nombre de thématiques. C'est assez varié, donc c'est important que vous soyez du coup accompagné dans le cadre des vidéos. Il y a quelques vidéos aussi il y a aussi des lives pour vous préparer en fait à ces oraux-là. Mais du coup, voilà, vous aurez du coup un Skype, mais très honnêtement, pour connaissance du système éducatif, le stage est aussi extrêmement important parce qu'il nous permet de revenir sur un certain nombre de situations. Il nous permet aussi de voir différents sujets, voilà, et de s'exercer sur ces différents sujets pour qu'on puisse du coup répondre au plus près à la question. Alors justement, la question, un exemple de sujet. Lors de la réunion de rentrée avec les parents d'élèves de votre classe de cycle 2, vous explicitez la nécessité de la relation école-famille dans la réussite du parcours scolaire d'un élève de cycle 2. Identifiez les actions que vous allez proposer pour favoriser un partenariat constructif tout au long de l'année. Donc là, on a une thématique, c'est la relation école-famille. Il va falloir du coup l'aborder au sens large, essayer d'expliciter quelle est la place des parents à l'école, quels sont en fait les enjeux. Il y a aussi d'autres mots-clés, c'est le parcours scolaire, la notion de réussite. Voilà, on est en cycle 2, donc ce sera à vous d'imaginer si vous êtes en CP ou la particularité du CP ou du CE1. Et donc du coup, il y a un moment, on est aussi à une période donnée, la réunion de rentrée, donc on met en place un certain nombre de choses. Et ensuite, on vous demande qu'est-ce que vous allez concrètement mettre en place pour favoriser en fait ce partenariat et que ce soit constructif. Donc là, par exemple, vous allez parler un peu de tous ces enjeux et vous allez dire en fait l'importance de présenter les modalités d'évaluation, présenter les outils des élèves, que vous allez avoir des temps forts sur l'année pour réunir les familles, vous allez devoir présenter des exemples concrets. D'abord donner les enjeux et présenter en fait des exemples concrets pour favoriser ce partenariat avec les familles.
Les connaissances à avoir en système éducatif, vous avez vu, du coup, elles sont quand même assez vastes parce que là, même précédemment dans mon sujet, je vais pouvoir aussi m'appuyer sur les collègues, sur le directeur, avoir par exemple une pédagogie de projet en fait au sein du cycle, au sein de l'école. Enfin, il y a vraiment pas mal de choses en fait à connaître qui sont des choses un petit peu de terrain. C'est important aussi, puisqu'on parle de là, par exemple, de la relation école-famille, mais il faut quand même connaître un petit peu l'histoire du système éducatif, les grandes réformes. Est-ce que les parents ont toujours eu la place qu'ils ont aujourd'hui? Dans quel type d'école vous allez enseigner? Par exemple, quand on parle de l'école laïque, gratuite, obligatoire, qui est à l'origine de tout ça? À partir de quand? Comment ça a évolué? Comment ça a été mis en œuvre? Connaître le fonctionnement de l'école. Qui est présent dans l'école, voilà, si on vous dit le terme d'AVS, si on vous donne des termes équipe éducative, conseil de cycle, conseil des maîtres, il va falloir faire la distinction en fait entre tout ça. Il va falloir aussi connaître l'organisation hiérarchique de l'école, qui est votre supérieur hiérarchique, comment fonctionne cette grosse machine que l'éducation nationale. Connaître des exemples d'activités ou de leviers qui pourraient répondre à telle ou telle problématique, par exemple de climat scolaire ou de relations école-famille ou de laïcité ou peu importe. Connaître vos droits et vos devoirs de fonctionnaire et puis du coup connaître les valeurs du système éducatif français, comment elles transparaissent en fait dans les programmes, comment elles transparaissent dans les choix politiques qui ont été faits dans les mises en œuvre, comment est-ce qu'on va retrouver ces différentes valeurs du système éducatif français. Donc, d'où l'importance voilà, de commencer à se préparer en fait en amont pour s'approprier en fait tout ce lexique parce qu'en fait on ne vous demande pas que des connaissances à l'état pur, il va falloir quand même avoir une certaine réflexion sur ces enjeux-là et c'est vrai que c'est pas facile quand on n'est pas sur le terrain, quand on ne connaît pas encore ce métier, d'où l'importance voilà, d'être bien accompagné et notamment voilà, ces stages vous permettent en fait de rencontrer des formateurs du terrain, des jurys de concours qui vous accompagnent à étayer votre réflexion, vos connaissances pour répondre en fait à toutes vos questions en direct et pour vous préparer au mieux pour ce concours. Voilà, je vous remercie en tout cas pour votre attention. C'était un petit peu dense, voilà, parce qu'il fallait vous présenter en fait les différents oraux, mais pour que vous puissiez un petit peu voir les différents éléments que l'on peut retrouver. Dans le cadre des vidéos, on donne un peu plus de situations concrètes, on vous présente par exemple des jeux dans le cadre de l'EPS, qu'on vous explique. C'est pour ça que des fois vous me voyez faire des gestes, voilà. Et ça nous permet en fait de répondre aussi un petit peu à vos différentes questions. Et en tout cas, je peux vous garantir qu'on vous prépare vraiment pour le mieux à ces épreuves et pour vous permettre d'être vraiment le plus serein pour aborder ce concours. Merci à tous pour votre attention. N'hésitez pas en fait si vous avez des questions à revenir vers nous. Et puis j'espère à très bientôt, soit dans le cadre des live class ou dans le cadre des stages de préparation. Merci à tous pour votre attention. Bonne soirée.